Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant 1 heure, à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un mois qui se termine sur une consolidation des indices boursiers en Europe notamment. On aura perdu au cours de ce mois de janvier 3-4% peut-être sur le CAC 40. Alors il reste évidemment encore cette séance et puis le début de semaine prochaine, mais on a un CAC qui est passé grosso modo de 5007 à 5400 points. On est autour de 5460 points à la mi-journée avec une baisse d'un peu moins de 1% actuellement. On fera le bilan avec nos deux spécialistes des marchés chaque dernier vendredi du mois. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, et Bertrand Lamel, directeur de la gestion, directeur général de Ports en Par Gestion, sont avec nous pour nous présenter le tableau de bord des marchés. Ils seront avec nous donc dans un instant. Pendant ce temps-là, la chasse aux shorts continue et repart de plus belle depuis que Robinhood et d'autres brokers américains ont mis fin ou vont mettre fin aux restrictions qu'ils ont mis en place hier pour l'achat de certaines valeurs jugées trop spéculatives, trop volatiles, les valeurs les plus shortées, les plus vendues à découvert, GameStop étant l'emblème, mais on voit d'autres dossiers évidemment qui ont suivi ce mouvement, Bed Bath & Beyond aux États-Unis, BlackBerry, Nokia en Europe. Les brokers donc sont prêts à rouvrir la plateforme pour ces titres-là, avec des achats qui seront toutefois limités dans les échanges avant bourse. On voit que le trend haussier repart violemment sur ces valeurs, GameStop ou encore AMC aussi, la grande chaîne de cinéma aux États-Unis qui fait partie de ces valeurs très sensibles et très médiatisées en ce moment. On notera quand même que déjà les vendeurs à découvert, les fonds spécialisés dans la vente à découvert tirent les premiers enseignements de ce mouvement populaire intensifié à travers les plateformes et les réseaux sociaux aux États-Unis. Ainsi, le fonds Muddy Waters, présent à la vente sur certains dossiers en Europe, Solution 30 par exemple en France, a décidé de réduire de manière assez globale et homogène toutes ses positions vendeuses sur Solution 30, mais sur les autres dossiers sur lesquels le fonds est également présent en Europe. Donc des shorts un peu moins importants et qui se concentreront peut-être demain sur des dossiers aussi plus liquides que des petites valeurs comme GameStop aux États-Unis. Enfin, un mot de la croissance française pour 2020 qui aurait été une croissance négative certes, mais un peu moins que ce qu'on pouvait imaginer. On a peut-être surestimé l'impact de la pandémie, on sous-estime peut-être les effets de reprise et de redémarrage également. En tout cas, la France a vu son PIB au 4e trimestre reculer d'1,3%, ce qui donne une baisse globale sur l'année de 8,3%. Et puis on notera l'Allemagne qui a réussi à se maintenir juste à l'équilibre en termes de croissance économique pour le 4e trimestre, avec une progression légère du PIB en Allemagne, donc de 0,1% pour cette première estimation. Le tableau de bord des marchés, c'est à suivre dans un instant avec nos deux invités de Smart Bourse à la mi-journée. Mais d'abord, le résumé complet des infos de marché à mi-séance en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance en recul toujours à la mi-journée sur l'indice parisien. Les marchés suivent en effet de près ces investisseurs individuels réunis sur le forum Reddit Wall Street Bets qui s'organise pour faire monter le cours de plusieurs actions parmi les plus shortées par les hedge funds. Après GameStop ces derniers jours, suivi de l'exploitant de salle de cinéma AMC, les investisseurs s'inquiètent d'un effet boule de neige sur d'autres valeurs alors que le forum en question est passé de 1,5 million de participants à plus de 5 millions. Parmi les autres valeurs qui pourraient être impactées, Klépierre ou Unibail-Rodamco ont déjà vu leur cours bondir il y a 2 jours, tandis que Nokia est régulièrement cité. Mais ces ruées ne concernent pas seulement les actions. Le Dogecoin prenait par exemple dans la nuit plus de 400% à la suite d'une arrivée massive de transactions, faisant augmenter le volume trade de plus de 1500% sur la crypto-monnaie. La plateforme Robinhood et d'autres par lesquelles ces investisseurs passent pour effectuer leurs ordres ont rétabli ce matin la possibilité de passer des ordres sur les titres concernés après une suspension temporaire hier. Au-delà des inquiétudes sur la tournure que pourraient prendre de tels événements sur les marchés financiers, les investisseurs attendent également la décision de l'Agence européenne du médicament sur l'utilisation du vaccin développé par AstraZeneca, vaccin au cœur d'âpres négociations entre l'Union européenne et le groupe pharmaceutique, alors que ce dernier a considérablement réduit les doses qu'il estime être capable de livrer en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs appelé une nouvelle fois ce matin AstraZeneca à respecter ses engagements de livraison. Côté
statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin du recul du PIB de 1,3% sur le dernier trimestre 2020 en France. Un recul légèrement moins fort que ce que le consensus attendait, mais qui porte tout de même le recul du PIB sur l'année 2020 à 8,3% à cause notamment des mesures de restriction. Et on jette un rapide coup d'œil du côté des marchés asiatiques qui reculaient à la clôture ce matin. La Banque populaire de Chine a en effet réduit ses liquidités dans le système financier sur toute la semaine, alimentant les craintes d'un resserrement de la politique monétaire. Celle-ci a finalement injecté 10 milliards de yuan dans le système financier ce vendredi, mais cela n'a pas suffi à apaiser les marchés. Du côté des valeurs suivies à la Bourse de Paris, aujourd'hui on notera que JC Decaux présente un recul de 33,9% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020. Un recul en lien avec les restrictions sanitaires en Europe et aux États-Unis. Et les investisseurs qui suivent également dans ce contexte les titres les plus shortés, à l'instar d'Alstom. Alstom qui, on le rappelle, a finalisé hier le rachat de la branche transport de Bombardier, devenant ainsi le nouveau numéro 2 mondial du transport ferroviaire derrière le chinois CRRC. Alstom qui bénéficie désormais d'un carnet de commandes cumulées de plus de 70 milliards d'euros et qui pèse à présent 75 000 salariés. Parmi les autres titres les plus shortés en Europe, on notera également que Muddy Waters, qui avait notamment fait parler de lui en prenant des positions short sur Solution 30 et tout en sommant l'entreprise de se justifier suite à des accusations de blanchiment d'argent, Muddy Waters qui a finalement couvert une partie de ses positions courtes nettes vendeuses face au risque de volatilité induit par les raids de Wall Street Bets. Et Nokia progresse de son côté, porté par les bons résultats de son concurrent Ericsson, mais peut-être aussi par l'espoir d'une ruée spéculative sur le titre, alors que ce titre peut être à nouveau négocié sur plusieurs plateformes. Les marchés financiers vivent donc aujourd'hui un vendredi où la spéculation fait pour l'instant passer au second plan les nombreuses statistiques qui étaient attendues. Les investisseurs suivant ce rapport de force entre l'establishment financier d'un côté et les justiciers individuels de l'autre. Certains espérant un retour à la normale et d'autres prédisant un changement de paradigme sur les marchés financiers. Tendance, mon ami, chaque jour en fil rouge sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le tableau de bord des marchés, tous les derniers vendredis du mois, on fait le bilan des semaines passées avec nos deux invités, spécialistes des marchés, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour et bienvenue Jean-François. Bonjour Grégoire. Et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion. Bonjour à vous Bertrand. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Bilan de ce mois de janvier. Peut-être l'occasion de rappeler un peu le point de départ de la fin d'année 2020, Jean-François. Et c'est vrai que d'ailleurs la première semaine de l'année en termes de dynamique de marché commençait dans le sillage de cet optimisme, cette allégresse dans laquelle on baignait en fin d'année dernière. Ouais. Depuis, le marché semble un peu plus dubitatif. Mais néanmoins, on reste quand même dans quelque chose d'assez favorable au marché action et à la prise de risque. Oui, si on fait le bilan du mois de janvier, effectivement, il faut s'inspirer, il faut regarder un peu le film et les épisodes précédents de la série. Et on a effectivement une année 2020 qui se termine avec plus 300 milliards de collectes sur l'industrie européenne. Je rappelle qu'au mois d'avril, on était à moins 300 milliards de décollecte nette, en pleine crise. Donc il y a eu un renversement de tendance totale des investisseurs. Tout s'est concentré sur les dernières minutes, comme dans une série. Au finish. Au finish, avec sur les 300 milliards, 150 milliards, à peu près moitié-moitié, fonds monétaires, fonds actions. Une collecte près de 100 milliards sur le mois de novembre-décembre, concentrée sur les derniers mois. À l'époque, c'était le vaccin, les nouvelles sur le vaccin, c'était les élections US, c'était le Brexit, c'était la conjoncture même en T4 qui s'annonçait plutôt bonne. Et donc, les investisseurs ont renversé complètement leur veste. Ce qui est assez important, on avait noté ça ensemble, souvenez-vous, c'est que c'est de la new money. C'est pas un arbitrage sur je sors des fonds monétaires pour re-rentrer. Donc il n'y avait pas de rotation en quelque sorte, ni d'arbitrage. Les fonds monétaires ont collecté quand même 150 milliards et les fonds actions aussi. Donc on n'est pas sorti des fonds monétaires. Et cette tendance se poursuit sur janvier. Sur les premiers jours de janvier, j'allais dire tendanciellement parce que le momentum était positif. Et puis aussi, vous savez qu'en début d'année, il y a une tendance à réallouer les portefeuilles,
les investisseurs... On remet un peu les compteurs à zéro, généralement. Les compteurs à zéro, les investisseurs ne veulent pas louper la tendance. Le consensus était très très positif. Si vous écoutez les grandes sociétés de gestion qui ont planché, les économistes ont planché sur novembre-décembre, ils arrivent au mois de janvier avec forcément un scénario euphorique, des lunettes roses, comme on dit, pour attaquer 2021. Donc on en est là, ça reste vrai sur le début janvier, ça se tasse en fin d'année, c'est ce qu'on voit, puisqu'on suit les flux au jour le jour. En fin de mois, vous voulez dire? En fin de mois. D'accord, oui, c'est ça, d'accord. C'est globalement un mois positif en termes de collecte. 35 milliards. Même si le mouvement se ralentit un peu depuis quelques jours. Exactement. D'accord. Sur les thématiques du mois de janvier, rappelez que les investisseurs continuent à aller sur les actions. C'est la grande majorité, même plus que ce qu'on avait en fin d'année dernière. Sur les actions monde émergentes, donc c'est d'ailleurs assez symptomatique, c'est beaucoup plus actions émergentes que la fin de l'année dernière. Je pense que notamment en direction des gérants américains, des gérants anglo-saxons, qui se disent je peux jouer la recovery sur 2021 via en fait les émergents plus que sur les actions européennes. Les actions européennes, d'ailleurs, c'est le segue parfait pour expliquer que ça va pas très bien. Ça continue à décollecter en fin d'année dernière, on en parlait ensemble, et ça continue sur le mois de janvier. Il n'y a pas de retour des investisseurs massifs sur les actions européennes. Et d'ailleurs, l'approche par pays, j'allais dire par zone géographique, en particulier sur l'Europe, n'est pas très tendance. C'est plutôt la partie thématique. Et donc, sur les thématiques, on retrouve le tiercé gagnant, la tech, la santé et la biotech, l'environnement qui reste aussi très, très fort, qui a collecté plus de 3 milliards sur des fonds environnement ISR. La partie ISR, fonds ISR, l'approche en fait de l'intégration des critères ESG reste aussi très forte pour l'ensemble des réseaux et des investisseurs. Ça reste des méga tendances lourdes. Ça. L'autre élément important, c'est sur les taux d'intérêt. Un élément qu'on avait détecté l'année dernière et qui se confirme en début d'année, les investisseurs ne vont pas vers les fonds obligataires, alors que sur les années précédentes, c'était un petit peu le havre de paix. Vous savez qu'on se disait, tiens, les banques centrales sont à la manœuvre, je vais donc suivre et mécaniquement m'investir sur des fonds obligataires crédits. Je pense qu'on a touché les limites des rendements sur les obligations. Les investisseurs se disent, il n'y a plus trop à gratter sur des fonds obligataires. Donc ils ont tendance à plutôt sortir tout ce qui est emprunt d'État, tout ce qui est crédit, investment grade. Il y a quelques investissements sur de la dette émergente, mais ça reste vraiment très timide. Et là encore, je reprendrai un peu les deux visions qui s'affrontent, le débat, j'allais dire, religieux sur les marchés en ce moment, des visions anglo-saxonnes de gérants qui se disent, mais finalement, si je regarde les États-Unis, il y a une logique vaccin qui l'emporte, alors que l'année dernière, c'était une logique Covid. Souvenez-vous, 2020, c'était la logique Covid qui emportait les marchés. Là, c'est une logique vaccin. Et la logique vaccin, c'est aux États-Unis, le plan de vaccination est en avance, se passe bien. Et donc, je peux imaginer concevoir une hausse des taux d'intérêt sur les États-Unis. Avec une poursuite de la performance des marchés actions. Et une poursuite de la... je comprends. Et aussi des investissements sur les valeurs croissance. Par exemple, la tech continue à être favorisée par les gérants anglo-saxons. Cette logique vaccin, elle dessert l'Europe, Jean-François ? Oui, il y a une vision gérant européen qui est un peu contraire. C'est-à-dire que le gérant européen, quand on l'interroge, il dit, mais non, il n'y aura pas de hausse des taux. La BCE, vu le T1 et le lockdown, on est en plein lockdown. Votre logique de vaccin, nous en Europe, c'est plutôt du retard dans les vaccinations. La conjoncture, on a vu les indices IFO en Allemagne qui sont plutôt pas très bien orientés. Enfin voilà, donc il y a un peu ces deux visions qui s'affrontent actuellement sur les marchés, qui est plutôt pas haussière sur les taux en Europe et qui donc on repasse un petit peu, j'allais dire, de l'euphorie au pessimisme quand on regarde se focalise sur le marché européen. Et d'ailleurs, les Américains l'ont bien compris, c'est qu'ils ont plutôt tendance à pas favoriser les flux sur les fonds actions Europe. Et ce que je disais tout à l'heure, de plutôt se tourner vers les marchés émergents et la Chine notamment, qui est une des tendances très fortes dans les flux, on le voit bien. Et les fonds actions Chine sont parmi les blockbusters les plus sélectionnés et les plus favorisés en ce moment. C'est intéressant, Bertrand, ça fait le lien parfaitement avec votre météo des marchés chez Portzamparc Gestion. Vous screenez plusieurs milliers de valeurs en Europe, mais aussi les valeurs américaines. Et c'est ce que vous notez là sur ce bilan du mois de janvier. Il y a sectoriellement, en termes de biais de style de gestion, l'Europe et les États-Unis sont presque à front renversé. En tout cas, on a
deux dynamiques de marché très différentes là. Alors la première bonne nouvelle quand même de l'accélération de novembre-décembre sur les marchés, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment l'intégralité de la cote qui est dans nous ce qu'on appelle une phase d'accélération. Donc en absolu, pour faire simple, tout monte. Et on a un taux de participation élevé. On a plus de 90% des dossiers qui sont en performance. Qu'on n'a jamais eu depuis très longtemps. Hein. Les dernières fois où vous étiez venus, c'était du 50-50, on montait un peu progressivement. Mais là, il y a une vraie explosion de la participation. On est dans un marché, alors bon, ça baissait un peu dernièrement, mais globalement, on reste dans un marché boule. Mûr. Alors, la maturité d'un marché ne veut pas dire que demain, ça va tomber, hein, parce qu'on peut rester très longtemps avec des taux de participation élevés. Donc, du coup, il faut faire attention en termes d'investisseurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir des faux amis, c'est-à-dire des dossiers qui montent, mais qui montent moins bien que le marché. Et donc, ça, c'est des dossiers qui sont faits, parce que si jamais il y a un retournement, c'est eux qui vont chuter en premier. Donc, il faut vraiment regarder, nous, le message qu'on a, c'est regarder en relatif, c'est-à-dire comparer la valeur à son indice de référence pour véritablement rester sur les leaders. Effectivement, en Europe, on a la value qui a gagné. Ça y est, c'est passé. La value fait beaucoup mieux que la croissance. Alors qu'aux États-Unis, on n'a pas du tout le même schéma. En fait, la croissance donc, est en pause. Et la value essaye de sortir de l'ornière, mais pour l'instant, ça reste bloqué. Et quand on va regarder du côté européen, si on regarde un petit peu plus granulairement, on s'aperçoit que de manière générale, effectivement, c'est la value qui est en train de l'emporter. Par contre, quand on descend sur les segments capitalisation moyenne et petite capitalisation, là, on a le même message que les États-Unis, c'est toujours la croissance qui fait mieux. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les performances. On a les valeurs small qui font mieux que les valeurs mid, qui font mieux que les valeurs big. Donc, et ça, c'est quelque chose qui... L'an dernier, ça s'est vu un peu dans les performances des indices, mais je veux dire, voilà, quand on a un CAC qui fait moins 7 et des indices qui font plus 1, plus 2, ça ne déclenche pas, des ordres d'achat énormes. Mais il y a un renversement de tendance. Hein. Il faut se rappeler que depuis 2018, il y avait on avait renversé la table. Donc là, de ce point de vue-là, c'est en train de revenir. Et les secteurs qui marchent bien, on a plutôt des secteurs, États-Unis comme en Europe, des secteurs procycliques, donc matériaux de base. Ouais. Donc, c'est Arcelor en France, mais c'est Freeport McMoran aux États-Unis, c'est des BHP Billiton en Grande-Bretagne, enfin les extracteurs. Donc ça marche très bien. L'industrie, alors là, dans l'industrie, il y a beaucoup. C'est un des plus gros secteurs, mais ça aussi plutôt procyclique. Ça marche bien. Et dans la tech, c'est le sous-segment des semi-conducteurs qui rapporte toutes les faveurs. On l'a vu encore. Donc, très clairement. Hier, voilà. Et après, il faut avoir une lecture qui soit moins sectorielle, un peu plus thématique. Et on voit que les énergies vertes fonctionne bien. Parce que dans les secteurs qui marchent bien, il y a le pétrole. Donc on pourrait se dire, bah oui, c'est procyclique. Quand on va voir dans l'indice pétrolier, en fait, c'est pas Total qui remporte les suffrages, quoi. C'est plutôt des dossiers éoliens, hydrauliques, qui sont ou solaires, qui marchent très bien, et surtout l'hydrogène. Et là, ça reste un momentum de prix implacable. Est-ce qu'il faut à un moment quand même se poser la question de la valorisation? Est-ce que ça peut être un sujet pour le marché, pour les investisseurs? Est-ce qu'il y a un plafond de verre quand même à un moment? En termes de, si on va sur les énergies vertes, en termes de valorisation, si on regarde des logiques de PER, de choses de ceci. Là, effectivement, on est sur des niveaux élevés, ça se paye très cher et par rapport à leur historique, on est vraiment sur des niveaux élevés. Par contre, une dynamique de marché ne s'inspire pas seulement de la valorisation, c'est une information qu'il faut avoir. Par contre, il faut regarder les dynamiques. Et là, les dynamiques n'ont jamais été aussi fortes. Et on a un marché qui continue à payer de la dynamique et qui se projette pas 1 an, 2 ans, mais voilà. Qui est capable d'acheter plusieurs années de croissance désormais. Sachant que c'est assez fondé parce que c'est des sociétés qui ont des croissances fortes, mais surtout qui trouvent de la monnaie très facilement. C'est-à-dire que si elles veulent faire une augmentation de capital, on l'a vu dernièrement et encore en fin d'année, les souscriptions, ça se passe sans problème. Les taux sont pas très élevés. Donc de ce point de vue-là, il y a une capacité à pouvoir nourrir cette croissance et c'est pas illogique de se projeter. Alors après, avec des niveaux de valorisation élevés, il y a un prix d'admission, comme on dit, c'est la volatilité qui va avec. Et il peut y avoir des retours assez importants. Et par exemple, un dossier qu'on aime bien chez nous qui s'appelle Solarian, donc qui fait des fermes solaires en Espagne, on est passé de 30 à 19 en 2 temps, 3 mouvements. Donc ça fait quand même une baisse de 33%. Voilà. Bon, c'est le prix à payer parce que l'an dernier, on a fait 160%. Mais ça n'invalide pas la tendance pour autant, non, vous dites. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour invalider la tendance. Et ça reste fort. Et donc, on regarde vraiment ça avec différents indicateurs. Et notamment, un de ceux qu'on surveille, c'est que disent les analystes. Donc là, c'est les dossiers qui sont de plus en plus suivis parce qu'ils ont dépassé le milliard de capitalisation. Et là, les analystes révisent à la hausse, révisent à la hausse, révisent à la hausse. Et ça aussi, c'est un très bon indicateur des flux futurs à venir. Ça entretient le momentum. Un mot, vous parliez de la value en Europe. Un mot quand même du secteur emblématique de la value qui est le secteur bancaire.
qui est un peu moins fort quand même que ce qu'on a pu observer au cours du mois de novembre, du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce secteur à ce stade en Europe, Bertrand ? Alors c'est intéressant, le secteur bancaire, on a à peu près la même chose sur l'assurance, mais Oui. de manière un peu moins éclatante. Donc il y a eu l'annonce du vaccin, et là on a vu les banques qui ont fait un parcours énorme, globalement, qui ont gagné 30, 40, 50%. Quand on arrive en haut, après cette forte progression, on reste toujours avec des indicateurs de valorisation qui sont extrêmement faibles. Enfin, c'est-à-dire les banques ne se sont jamais payées aussi peu cher, même après cette hausse. Ce qui a changé, c'est que les analystes ont revu leur position sur le dossier. Et là où on avait, avant cette hausse forte, des perspectives qui étaient très faibles, les perspectives se sont redressées. Globalement, il y a l'effet on va sortir de la crise. Alors les vaccins, c'est chaotique, certes, mais il y a quand même cette projection sur le fait que on va finir par en sortir et que du coup, au niveau des bilans, on va avoir des acteurs qui ont emprunté de l'argent qui s'en sortiront mieux. Il y a moins de doutes sur le fait qu'ils auront des difficultés à rembourser. Il y aura des paumes, mais peut-être moins que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois. Ça a amélioré les perspectives sur les bancaires. Pour autant, c'est vrai que ça reste compliqué. Il y a eu ce run. On est en train de redonner plus de la moitié de ce qui était gagné sur le mois de novembre-décembre. À surveiller cependant, parce que pour l'instant, c'est une construction logique de première phase de hausse, digestion. Pour l'instant, on en est là. Donc à surveiller. Logiquement, la troisième phase devrait être une nouvelle phase d'accélération. Maintenant, là, pour le coup, oui, il y a un plafond de verre parce que les perspectives de croissance, on va vers un rebond, certes, mais elles ne vont pas être non plus extraordinaires. Il reste un environnement réglementaire qui contraint et qui ne permet pas d'avoir les effets de levier qu'on a eus historiquement. Donc, il y a différents éléments qui mettent pour autant, nouvelle jambe de hausse, c'est 30%. C'est ça. Et ça resterait pas cher. Allez-y, Jean-François. Non, pour faire le lien, j'avais une question pour Bertrand, mais pour faire le lien avec les flux, je disais, on est passé d'une logique de 2020 à une logique virus à une logique vaccin. Et quand on faisait un focus sur l'Europe l'année dernière, on retrouvait un peu cette logique Covid. L'Europe du Nord en tête, l'Europe du Sud, et même l'Angleterre était impactée. Puis l'Angleterre avait en plus le Brexit. Enfin voilà. Depuis janvier, on se retrouve toujours avec l'Europe du Nord qui reste bien orientée, les Pays-Bas, enfin voilà, et puis des flux toujours négatifs sur l'Europe du Sud. Et il y a un signal faible, comme on dit, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, il y a des flux positifs. Ils sont au-dessus de la France, au-dessus de l'Espagne, et on voit des flux arriver. Et même sur les acteurs, l'année dernière, si vous faisiez un bilan sur les acteurs anglais, Janus, Aberdeen, M&G, Schroders, etc., HSBC, c'était la décollecte. C'était la Bérésina, c'était un mouvement très négatif. On se retrouve avec des flux positifs. Donc je voulais poser la question à Bertrand en se disant, est-ce que cette logique vaccin profite à la place financière anglaise? Est-ce que c'est un thème à jouer parce qu'on sait que sur le plan de vaccination, ils sont en avance? Ou est-ce que non, les indicateurs restent... Brexit aussi. Peut-être que la levée de l'incertitude Brexit a peut-être permis aussi de redécouvrir ce marché britannique. C'est ce qu'on voit sur les flux. Je ne sais pas, Bertrand. Alors, oui, il y a probablement ça. Encore que lever de l'incertitude. Pas complètement. On est d'accord. C'est un petit peu, on est d'accord. Oui, disons qu'on est sûr qu'on n'a pas de hard Brexit. Il y a le côté, je pense que globalement, beaucoup de gestion étaient sortis complètement de ça parce qu'on avait un vrai sujet sur on ne sait pas où va l'Angleterre, on ne sait pas ce qui va se passer sur le change et qu'il y a probablement des flux de retour. Quand on va regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce que nous, après, on redescend pour comprendre ce qui est en train de se passer, il ne faut pas oublier que dans l'indice anglais, c'est là où vous allez retrouver Rio Tinto, BHP Billiton. Donc les gros miniers, ils sont là-bas. C'est ce que vous disiez, Et donc, c'est aussi une partie de la hausse sur le marché action. Elle est liée au fait que ces valeurs minières sont en train de repartir de l'avant. Il peut y avoir un effet aussi peut-être vaccin favorable au marché anglais. En tout cas, le marché anglais, effectivement, a très bien commencé cette année 2021. Il nous reste 4 minutes, 2 minutes chacun pour un commentaire, un enseignement peut-être du dossier, enfin de l'affaire GameStop et de tout ce qui va avec. Bertrand, est-ce que c'est un phénomène de marché assez classique? En tout cas, l'histoire est remplie effectivement de short squeeze plus ou moins spectaculaires. Alors là, évidemment, ça prend une dimension incroyable avec plusieurs millions peut-être de particuliers impliqués, l'effet réseau, l'effet plateforme, l'effet forum boursier, qu'on connaissait avant mais qui est démultiplié aujourd'hui.
ou est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est une nouvelle manière d'investir, de pratiquer une forme d'activisme en bourse? Quels enseignements vous en retirez à ce stade, j'entends, Bertrand? Alors, nouveau, je dirais, par son ampleur et par la caisse de résonance qu'ont fait les réseaux sociaux, ça très clairement. Maintenant, effectivement, vous le disiez, les forums, c'est des choses qui existaient. Plus modestement, on a le forum de Boursorama chez nous. Voilà. Après, le côté activisme, je ne suis pas sûr que tout le monde ait cette logique, que globalement, il y a plutôt des logiques un peu opportunistes. Ça monte, j'y vais. Il y a l'effet cohorte qui a probablement joué. Et puis... le narratif, c'est que des petits particuliers qui prennent leur revanche sur Wall Street. Vous dites attention. Non. Je m'inscris en faux, c'est pas possible. Là, je le dis aussi, mais donc je veux pas vous forcer la main, mais non. Quand on voit qu'on fait plus de volume que sur Tesla, il faut imaginer, c'est des volumes, ça peut pas être que des particuliers. Il y a les copains, des hedge funds, il y en a d'autres qui sont allés, qui ont vu qu'il y avait potentiellement un repas gratuit entre guillemets et qui ont appuyé fortement. Donc voilà. Mais il y a ce côté un petit peu revanchard, la rue prend le dessus, ce côté un petit peu Robin Hood, Robin des Bois, qui peut paraître un petit peu sympathique à certains. Il ne faut pas oublier que pour certains qui vont gagner, tout le monde va perdre, parce que globalement, qu'est-ce qui se passe? Ça fait remonter la volatilité de manière générale, et donc des acteurs type fonds de pension ou assureurs mutuels qui sont des gros investisseurs de long terme, quand la volatilité remonte, ils réduisent les engagements, ils vendent des actions. Ceux qui sont en train de perdre parce qu'ils étaient vendeurs à découvert et donc ils doivent couvrir des appels de marge ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas que des positions short, ils ont des positions longues. Ils vont vendre ces positions longues. Et donc du coup, ils font baisser le marché. Donc en fait, pour quelques-uns qui vont gagner et dont on entendra parler, c'est évident, avec les réseaux sociaux, et qui vont gagner probablement une fortune. Et peut-être ce sera des particuliers cette fois-ci, et pas forcément que des gros institutionnels. Très bien, bravo à vous. Beaucoup vont perdre. Oui, mais ça veut dire que ça peut avoir des effets quand même systémiques, je n'irai pas jusque-là, mais des effets sur le marché global. Vous dites, c'est pas juste limité à ce qui se passe autour de GameStop. Attention, ça peut avoir des effets plus larges que ça. La démonstration, parce que j'ai pas suffisamment d'informations, mais globalement, la descente qu'on a connue sur les marchés, elle est plus liée à cet effet-là. Ça a joué le rôle de déclencheur. Il y avait cette crispation un peu sur le vaccin qui n'arrivait pas, et ça, c'était le déclencheur. Jean-François, j'aurais une vision, ça vous étonnera pas, de flux. On a une injection de liquidité énorme. On se retrouve avec un surplus d'épargne en France de 100 milliards. Et on a eu ce phénomène d'ouverture de compte titres, de trading qui a été fort en Europe, en France, aux États-Unis. 1500 milliards de dollars de surplus d'épargne aux États-Unis sur l'année 2020. Vous avez nécessairement en fait des acteurs qui ne vont pas investir dans le temps, comme on l'explique, avec la pédagogie qui va bien. Ils vont forcément vouloir trader. Et trader, c'est sur le Bitcoin, sur plein de mouvements. Le Bitcoin aujourd'hui qui reprend devant de la scène. Ils vont vouloir profiter. Deux éléments. D'une part, les acheteurs aveugles d'hier seront les vendeurs aveugles de demain. Il va y avoir des effets moutonniers, des flash crash. Et donc, il faut faire attention. Deuxièmement, les vrais gérants professionnels, hedge funds ou institutionnels, etc., profitent de ces mouvements de dislocation, en fait. C'est-à-dire que vous avez la zénitude pour voir les excitations diverses et variées et pour vous positionner de manière contrariante, en fait, face à des mouvements un peu moutonniers et d'accélération. Pour un fonds qui a perdu, effectivement, qui fait les gros titres, vous dites qu'il y en a beaucoup d'autres qui en ont sans doute profité. Exactement. Et puis, les investisseurs particuliers ne voudront pas tellement dire sur les réseaux sociaux tout ce qu'ils ont perdu. La plupart du temps, on retient que les bonnes nouvelles, et donc l'expérience investisseur, au final, est forcément différente de quelques exemples comme ça qui ont pu bien se passer. Donc il faut faire attention à ces mouvements, mais en tout cas, ça illustre bien cet effet excitation, cet effet investissement, liquidité massive, injection de liquidité massive, qui va continuer à se déplacer sur les marchés. Semaine bizarre. Qu'on conclut avec vous, messieurs. Merci beaucoup. Chaque dernier vendredi du mois, Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, sont avec nous pour le tableau de bord des marchés dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.